porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 20. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle ciné, comics, jeux vidéo, séries, politique. Sauf qu'aujourd'hui, After Eight passe en mode spécial, puisque c'est la toute première fois sur 20 épisodes, qu'on enregistre ensemble dans la même pièce. Arrivé tout droit des USA, mon camarade Benjamin François, alias Quix, est revenu faire tamponner son passeport. Bonjour Quix. Et bonjour Daniel, bonjour les auditeurs. Ça va, tout va bien ? Toute première fois, c'était Jeanne Masse, non, je crois, qui chantait ça. Exactement. Je suis un petit peu, voilà. T'es un peu jetlagué ? Ouais, beaucoup jetlagué, mais je suis aussi un petit peu tout fébrile à l'idée de faire ce podcast dans la même pièce. Dans la même pièce, où on se regarde dans le blanc des yeux. Ah, bah, vous avez pas idée d'à quel point on se regarde dans le blanc des yeux. On n'a plus besoin de se couper la parole, a priori. A priori. Et moi, c'est Daniel Andreev, alias Camille Robotics. Et donc, pour cet épisode un peu spécial où, faut le dire, notre studio est... On va dire, est pas très professionnel. On va dire, on est dans un studio aux dimensions un petit peu pas orthodoxes. Celle de mon bureau. Voilà. Et il y a un truc que j'enrage, c'est que, tu sais, on a vraiment progressé en termes de son au fur et à mesure des épisodes. Ça se trouve, celui-là, ça va être la chute libre. Bah, celui-là, si ça se trouve, il va démarrer par le bruit de la moto qui est passée dans la rue quand t'as commencé à parler. C'est vrai. Je sais pas, peut-être que le micro, justement, vu comment il est configuré maintenant, il capte vachement mieux les sons environnants. Mais j'ai demandé à une voir. moto de passer tout le temps. Ah. Au fur et à mesure. Et donc, pour cet épisode spécial pour vous et pour nous, on a essayé de vous donner la parole et de nous envoyer des listes de ciné... Non, je déconne. Et on a décidé de faire un épisode Q&A. Vous nous avez posé des questions sur notre site, sur Twitter, et on va se les lire et y répondre dans la joie et une certaine allégresse. Certaines. Celle du jet lag. Ouais, voilà. Celle du gars qui a dormi 3 heures la nuit dernière. Mais voilà, ça fait de toi un peu un héros du quotidien. Ouais, mais j'espère que ça va. Bon, ça va peut-être sûrement s'entendre, mais j'espère que ça ne va pas trop impacter sur... Ah putain, j'ai utilisé impacter. Impacté, putain, mais t'es... Oula, Ça ça va je suis pas vraiment du tout, pas quoi. bien. J'espère que ça n'aura pas trop D'incidence sur le fichier client. Voilà. Oh, bon sang. Et donc, on peut passer tout de suite aux questions, en fait. On peut passer tout de suite aux questions, parce que moi, mes news, c'est que je suis en France, donc... Non, voilà, on s'en fout. Voilà. Non, mais les news, on va les faire dans les questions. Exactement. Je pense, voilà. Non, c'est de ce côté qu'il faut regarder. Oye, esa papaya. Ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi? Casse-toi, sale gominé. Alors, on va commencer tout de suite avec une première question de Marc qui demande pourquoi est-ce que tu t'appelles Mola Momo sur Twitter? Ça l'intrigue. Mola Molo. Oh là là, je m'étais juré de jamais parler de Gameblog dans le podcast, mais j'ai être obligé malheureusement. merde. Bah oui. J'ai dit, je mets un veto ou pas? Bon, Bon, allez, vas-y, écoute, c'est la question. Il se trouve que un jour, le dénommé Julien Chiez a posté un article un petit peu énervé suite à une bisbille qui a eu lieu entre lui et le site gamecult.com, site sur lequel je suis modérateur, site sur lequel je modère entre autres un topic qui s'amuse à répertorier toutes les casseroles justement de Gameblog. Et donc dans son article, c'était un peu son j'accuse, il dénonce un topic mollement modéré par le dénommé Quigs, et évidemment mollement modéré alors que ce brave Julien n'a pas la moindre idée de la quantité de posts que je peux faire sauter et du nombre d'insultes que je peux dégager. Il s'imagine que je le modère très mollement parce que je laisse passer les critiques à leur encontre. Nous, ça nous a fait rire. Donc, et c'est aussi un topic qui cultive la haine et l'intolérance. La culture de la haine. Donc, molla parce que intolérant et mollo parce que c'était rigolo aussi. Est-ce que tu vas le garder toute ta vie? Et la mollesse, non, je le garderai pas toute ma vie, mais molla mollo, ça sonnait bien, c'était rigolo, ça représente la mollesse et l'intolérance, donc c'est très bien. Très bien. Donc voilà, molla mollo. Écoute, maintenant je sais. Donc, c'est à moi de poser une question maintenant. On a une question d'un Belga qui demande Daniel, es-tu un robot? Déjà parce que le Robotics Podcast Universe, et aussi il voudrait savoir comment tu fais pour jouer à tous ces jeux, lire tous ces comics, regarder tous ces films,
Quel est ton rythme de vie? Es-tu un être humain, Daniel? Alors, je vais te dire un truc, et ça, je fais une réponse personnelle. Tu sais, il y a tous un moment dans la vie où on découvre notre propre mortalité. Genre, vers 5-6 ans, on comprend qu'on va mourir. C'est un truc qui est... 5-6 ans, c'est tôt, quand même. Hein, mais... Ouais, moi, c'est vers 7 ans maxi, quoi. Où D'accord. tu comprends que tu vas mourir et que tu n'es éphémère dans cette vie. Et comme tous les enfants, j'ai pleuré quand on m'a expliqué ça. Et à un moment, ma mère m'a vu, elle a dit « Oh là là, mais tu pleures plus, Daniel, ça y est, ça s'est calmé ?» Et moi, je lui ai fait « Non, je vais te dire un truc, en fait, je vous l'ai pas dit, je peux pas le dire à tout le monde, mais je suis un robot, je peux pas mourir. » Et de ce jour-là, tu vois, dans ma tête, je suis un robot. Voilà. D'accord. Et pour répondre plus précisément, je sais pas, je manage mon temps j'essaie de manager mon temps efficacement, mais en même temps, je prends le temps de la oisiveté, je relis toujours des vieux comics, je vois toujours des vieux films, je sais pas comment je fais. Parfois il y a des périodes où je joue moins, où je vais moins au ciné. Tu dors assez peu aussi, hein. Je dors très très peu, ouais. Je dors en général 5 heures maxi. Je peux 5 quand même heures. dire que parmi mes contacts, Daniel, c'est le seul à être encore debout quand je quitte le travail. Sachant donc il y a 9 heures de décalage horaire, je quitte le travail vers 18-19 heures, donc faites le calcul, lui il est encore debout. Ouais, vers 3 heures, et puis je me réveille vers 8-9 Ah, même heures. des fois plus tard que ça, hein. Et, assez Ouais. souvent tu te couches pas avant 5 heures. C'est vrai. Mais Donc en fait, ouais, j'ai un rythme de vie un peu bizarre, et surtout, j'ai pas une nécessité de sommeil importante. Et puis aussi un truc, c'est que pendant les comédies françaises, parfois, genre c'est trop nul. Une petite sieste. Bah ouais, en fait c'est plutôt tes cellules de défense. C'est ton corps c'est comme tes anticorps. Voilà. Encore qui... Bon là j'arrête, tu dors. Et laisse tomber. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Alors mon petit Quix, Ouais. qu'est-ce que les gens me demandent, ça c'est un truc récurrent. Il y en a eu plusieurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie en fait? Alors dans la vie je suis... ça va pas être passionnant par contre. Dans la vie je suis administrateur système. Plus Ouais. précisément, Gokan dit, hormis modérer mollement les forums de GameCube, Ah, que voilà, fait Quix IRL? Donc IRL... Question de Gokan 71. Merci Gokan. Je suis administrateur système pour une entreprise qui a une entreprise française qui a une antenne à Los Angeles, d'où la raison de mon éloignement géographique. Et donc je fais de l'admin 6, essentiellement de l'administration Linux même pour être plus précis, qui est un OS que j'utilise depuis 20 ans maintenant, puisque j'ai commencé en 95 à l'époque où c'était pas très très facile de l'installer et de l'utiliser. Attends, moi j'ai vu Jurassic Park, la fille elle fait Linux, c'est facile. C'est pas du Linux, c'est Irix qui est l'OS de Silicon Graphics. Putain, mais comment tu brises un mythe? Bah ouais, mais bon, ça reste un Unix, hein, et tu veux un autre mythe, t'as tous les gens qui se foutent de la gueule de Jurassic Park en disant oh lol, le gestionnaire de fichiers en 3D, n'importe quoi. C'est un vrai truc, ça existe vraiment. Et alors là par contre, je suis trop arraché avec le décalage horaire pour te dire comment il s'appelle le truc, mais il existe vraiment. Ah d'accord. Putain, Donc voilà, donc ces tous les mythes. gens qui disent oh lol Jurassic Park c'est pas réaliste, alors ce qui est pas réaliste c'est qu'une lycéenne ait utilisé Irix, bon ça c'est pas forcément super crédible parce qu'une station Silicon Graphics c'était pas à la portée de tout le monde, mais le gestionnaire de fichiers en 3D fil de fer par contre lui il existe vraiment, donc voilà. Donc j'espère avoir répondu à la question, je tripote des ordinateurs toute la journée. Quand Daniel il était venu me voir et qu'il avait vu les écrans sur très lesquels je impressionnant. bossais, voilà, tu disais que je lisais la matrice. Et... Ouais, non, vraiment, on dirait des chiffres qui tombent et tout. Et c'est uniquement du mode caractère, donc Ouais. c'est beaucoup de mode caractère. Donc voilà, je suis admin 6. C'est très impressionnant à voir. Autre question très impressionnante Dis-moi. de Nofa qui demande culpabilisez-vous de m'avoir fait regarder Beurre sur la ville? Et j'ai un peu la même question parce que je l'ai regardé à cause de toi. Est-ce que tu culpabilises de nous faire regarder ces trucs-là? Alors non, parce que moi je pense que tu dois pas dire non à quelque chose par principe. Il faut se confronter au danger, il faut prendre des risques dans la vie. Donc Beurre sur la ville, ou par exemple, qu'est-ce qu'on avait vu déjà ensemble? On avait vu On avait halal, certifié halal. certifié halal. Et puis encore, il y a encore, je t'ai invité à aller voir une comédie là juste hier, et t'as botté en touche. Tu t'as dit j'ai d'autres trucs mieux à faire. Je sais même plus ce que c'était. T'as brisé notre tradition de je t'emmène voir une comédie alors qu'il y a le correspondant qui vient de Ah sortir. oui, le correspondant. Alors j'ai vu les affiches. Oui, mais là tu comprends, je suis pas tout seul, je suis avec ma copine, je vais pas la trimballer voir une comédie à laquelle elle va rien comprendre, déjà que ça va pas être drôle. Non, je pense que ça va être... Bon, Nofa avait une vraie question tout de même. Sa question était si on a aimé le dessin animé Batman des 90, ça, je Ouais. pense que déjà bon goût,
quel comics commencer, tout en précisant que je n'en ai jamais lu et que je voudrais lire ça sur ma tablette. Alors je pense qu'il parle de comics Batman. Ouais. Écoute, c'est facile. Je crois qu'il y a même un article quelque part qui traîne que j'ai écrit, genre sur les manières de commencer. Je pense que c'est Batman Year One qui serait Year One, je suis d'accord. Batman Year One est le plus simple. Je pense que Gotham Central est un bon choix aussi. Qu'on a déjà recommandé. Voilà, c'est des recos. Genre ça, c'est vraiment des trucs qu'on peut se les mettre on peut les afficher. C'est des trucs qui reviennent tout le temps. Alors je sais que toi, t'as des réserves sur The Long Halloween. Moi, je l'aime bien. Ouais, je suis pas très long Halloween. Ouais. Mais il y a pire, hein. Mais moi, je l'aime bien parce que il y a vraiment le côté enquête est pour une fois vraiment mis en avant, même si c'est vrai que Batman traverse un peu le comics en foirant son enquête en fait. En foirant son enquête, et surtout, j'ai un peu du mal avec tous les trucs canoniques où tout d'un coup tous les méchants sont dans la même pièce. Ouais. Et genre c'est too much pour moi. Bon, après, ça se déroule sur un an, donc. Ouais. Mais voilà, moi j'aime bien The Long Halloween. Long Halloween, c'est pas la pire porte d'entrée non plus. Donc voilà, merci Nofa. Merci Nofa. J'ai une question de Prédonès. Vas-y. Qui est un fidèle de l'émission. Qui est un fidèle de l'émission et qui est d'ailleurs qui a eu sa liste passée dans Super Ciné. Ouais, qui commente régulièrement. Ouais. Donc, voilà. Question. Je voudrais savoir, Quix, pourquoi LA alors que tu as plus une mentalité de New York ou de San Francisco? Je pense que c'est un compliment. Alors, parce que moi, LA, ça me fait penser à BoJack Horseman maintenant. Oui, c'est vrai, il y a ce côté-là. Alors pourquoi LA? Ben, j'ai en partie répondu tout à l'heure, c'est parce que ma boîte a un bureau à LA, elle en a pas ailleurs. Et je vais même répondre un peu plus en détail. New York pour moi est une ville qui ressemble trop à Paris et j'avais besoin d'autre chose. C'est une ville de gens stressés, de gens speedés. C'est pas une ville que j'aime pas, hein, pas du tout, mais j'avais envie de vivre autre chose. Et donc LA m'a filé plus de dépaysement que New York ne m'en aurait donné, je pense. Et pourquoi pas SF? Et en fait, je vais choquer tout le monde. En fait, j'aime pas San Francisco. Ah ouais? La ville est jolie en tant que touriste, mais y vivre, déjà la vie est hors de prix. T'es entouré de tous les connards de la Silicon Valley qui pensent qu'ils ont inventé la nouvelle roue avec leur app iPhone de merde. Il y a vraiment une sale mentalité à l'heure actuelle, ce qui était sûrement pas le cas il y a 20 ans, tu vois, mais depuis l'explosion avec la deuxième bulle internet actuelle et tout le bordel, non, j'aime pas San Francisco. Il y a un truc qui me gêne à San Francisco. Et c'est peut-être un a priori idiot, hein, et que si j'y déménageais, j'apprécierais, mais... Et puis un dernier point, c'est qu'à San Francisco, il fait un temps de chiotte, et que quand t'as appris à vivre à Los Angeles, et ben la météo, mine de rien, tu te rends compte que ça joue à mort sur le moral des gens. Moi, j'y ai passé pas mal de vacances, en fait, à San Francisco. J'ai ma tante qui vit encore là-bas. Et non, moi, j'adore San Francisco, mais j'ai pas du tout le même San Francisco, puisque j'ai découvert San Francisco dans les années 80. Ouais. Et c'était un tout autre San Francisco qu'aujourd'hui, que maintenant, le néo-Silicon Valley que c'est devenu, quoi. Et bah écoute, c'est à ton tour, maintenant. Alors, c'est à moi. Une question que j'aime bien. Et là, ça va être de la hate, donc ça va être cool. Ah. C'est une question de Newman. Alors, j'espère que je le prononce bien. Quel est le plus mauvais film que vous avez vu ou que vous détestez le plus? Je vais peut-être spoiler Super Ciné Battle. Ah merde. Mais The Green est déjà sorti ou The Green Mile est quand même un très très haut placé dans ma détestation. C'est le film que tu détestes le plus? C'est un des films. Je pense que l'humanité aurait été meilleure sans ce film. Donc La Ligne Verte. La Ligne Verte. Je hais ce film. Et pour resituer, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu un gros black qui est la réincarnation de Jésus dans une prison américaine où il y a qu'un seul noir, lui. Et c'est plein de bons sentiments. Les gentils gardiens, c'est un film avec Tom Hanks, hein, avec bons sentiments. Les gentils gardiens, ils sont sauvés. Les méchants, ils sont punis. Et pour schématiser, c'est Mimi Mati dans une tôle. J'imagine que t'aimes pas trop le bouquin non plus. Et c'est ce que j'expliquais en fait, c'est que l'époque, c'est un bouquin de Stephen King. Et c'est l'époque où Stephen King, il a décidé d'arrêter de faire de l'horreur. Et il s'est dit, je vais plutôt faire des trucs importants, des trucs, voilà. Et donc, il y a ce John Coffey. John Coffey, dans les initiales, c'est Jésus-Christ. C'est d'une bêtise. Voilà, quand c'est trop bête, voilà, j'ai atteint des points de haine. Et je déteste bien sûr Beurre sur la ville qu'on a précédemment mentionné. Et toi, Quix? Alors, moi, pendant très longtemps, le plus mauvais film que j'ai vu, c'était Wild Wild West. Donc vous avez évidemment parlé dans Super Ciné Battle. T'étais content quand on l'a mis en dernier? Alors Wild Wild West, évidemment, quand vous l'avez mis en dernier, j'étais content. Moi, quand je l'ai vu au cinéma, Wild Wild West, là, j'étais pas content. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir été insulté en sortant du ciné. Et c'était vraiment horrible. T'étais fan de la série en plus?
Pas Ouais. seulement non fan de la série, mais bon, j'étais allé sans a priori parce que voilà, Barry Sonnenfeld, moi j'étais fan de la famille Adams, des 2 films de la famille Adams que j'avais trouvé cool. J'étais pas trop fan de Men in Black, mais je sais plus si je les avais vus à l'époque avant de voir Wild Wild West, donc je saurais pas te dire. Mais Wild Wild West j'avais vraiment détesté. Et puis depuis j'ai vu Baise-moi, qui pour moi est à peu près le summum de la débilité, de la vulgarité, de la nullité au cinéma. C'est le seul avantage du film, c'est qu'il dure 1h10. Voilà, c'est le seul bon point, c'est qu'au bout d'1h10 c'est fini et tu peux Souvent, enfin sortir de la les salle. films que tu détestes en général, c'est des films assez courts. Enfin, c'est des films un peu expérimentaux. Ouais, non vraiment Baise-moi, ça a été le point de non-retour de la nullité cinématographique. C'est un film qui n'a rien à dire. C'est un film qui alterne des scènes d'ultra-violence avec des scènes de boules, mais avec un scénario d'une nullité. Enfin, c'est vraiment le degré zéro. C'est l'adaptation d'un bouquin en plus. C'est l'adaptation du bouquin de Despentes que je n'ai pas lu, mais a priori elle a contribué à la réalisation du film, donc j'imagine que c'est assez fidèle. Ça m'a pas donné envie de le lire. Non, oui, elle a participé. Elle a oui. co-réalisé. Ouais. Ça m'a pas donné envie de le lire, mais vraiment, j'ai tellement pas aimé. Donc voilà. Oh merde, je comprends pas. Alors, c'est à toi. C'est à moi. Alors, quelqu'un me dit, ça serait cool que vous parliez de vos séries actuelles préférées. En même temps, on fait tout le temps ça, donc on va pas le faire peut-être dans cette émission, mais nos séries actuelles préférées, moi j'adore Banshee et BoJack Horseman, et voilà. Ouais, gros crush sur BoJack Horseman, et en ce moment je regarde l'intégrale de 30 Rock sur Netflix, et c'est très drôle, et je le recommande. Ah ouais? Ouais. Ah, ça a l'air pas mal. Et attends, une question de Birdseye, j'enchaîne. Que feriez-vous de vos journées si vous n'aviez plus Internet pendant 1 an? Alors moi, si j'avais plus Internet, déjà, j'aurais plus d'emploi. Ah, c'est vrai que... Parce que on utilise massivement Internet au bureau. Donc du coup, si j'ai plus Internet et que j'ai plus de boulot, j'ai mes journées de libre. Donc je jouerai à tous mes jeux que j'ai achetés et pas encore installés ou déballés. S'ils n'utilisent pas Internet. Ah oui, si c'est pas des jeux online, mais j'ai beaucoup de jeux solo, donc et j'ai plein de comics aussi qui sont sur ma pile et de livres, voilà. J'ai un backlog assez important, donc j'ai de quoi faire pour, je pense, 1 an, vraiment. Moi je partirais en rando. Ouais. Parce qu'en plus, dans la montagne, t'as pas besoin d'avoir d'infos. C'est vrai. Et voilà, je partirais en grande rando autour de je ferais un tour du monde, quoi. J'ai un pote qui l'a fait. Et à chaque fois, je me dis, il faut quand même faut des bollocks, quoi, de tout couper et de partir comme ça avec juste ton sac. Et voilà, je partirais avec un sac à dos autour du monde. Très bien. Tiens, je t'ai mis plein de questions là, si tu veux. Question suivante. Ouais, mais attends, j'en avais encore une ou deux. Alors, une question à laquelle on a à peu près répondu. Choi demande, est-ce que vous arrivez quand même à vous financer grâce à Gamecult, After Eight, Super Ciné Battle, ou avez-vous une activité professionnelle à côté? Alors, donc moi j'ai une activité professionnelle à toi côté. tu fais un travail. Toi aussi. Alors oui et non, parce que depuis à peu près le début d'After Eight, je suis pas du tout financé en fait. J'ai presque pas de paye. Sans rire, On peut en fait séparer la question en deux en disant After Eight et Super Ciné Battle, on le fait complètement avec nos sous. Ouais. Ça nous rapporte rien du tout. Au contraire, ça nous coûte de l'argent parce qu'il faut bien les héberger, les sites. Héberger, le matos. Voilà. Et puis ne serait-ce que le temps en plus. Après Gamecult, t'es pigiste, donc ça oui, quand t'écris pour eux, ça te rapporte des sous. Mais comme je le disais, en fait, j'ai traversé une période un peu compliquée et du coup j'ai laissé un peu de côté la pige et pour me consacrer un peu au développement des podcasts. Et on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce qu'il y aura forcément une question là-dessus sur le développement des podcasts. Mais oui, il y a un plan derrière de faire grossir un peu ça. Même si ça paraît un peu bizarre alors qu'on est en train d'enregistrer ça en se regardant dans le blanc des yeux et en pantacourt, quoi. Bah oui. C'est vrai que t'es en short. Oui, c'est un peu bizarre, tu vois. Oui, c'est Daniel, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la toute première fois qu'on fait ça. Toute première fois. Et alors ça, c'est question classique, d'où une culture exé, une question classique, d'où est venue l'idée de faire After Eight, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors, je vais répondre à la première, tu réponds à la deuxième. Je répondrai à la rencontre. Alors, comment est venu, c'est que on parle énormément sur Internet puisque, comme il l'a dit, je me couche très très tard. Et du coup, je lui ai dit un jour, écoute, ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire des multiples articles analytiques sur Taxi.
Et C'est vrai que ça a commencé comme ça ça. a commencé comme ça, donc on s'est regardé, on a mis et j'en reparle encore dans Super Ciné Battle puisque on parle de Taxi. Ah. Et on appuyait sur play en même temps et on analysait le film, on Par faisait Skype interposé. par Skype, on faisait des captures et c'était très bizarre d'ailleurs parce que j'ai retrouvé tes vieilles captures, tu faisais beaucoup de captures de Je faisais des screenshots, ouais. beaucoup de screenshots bah évidemment c'est très cheesecake comme film. Oui, toujours. Ouais. Et donc on n'a jamais pu le faire parce que ça demande vraiment beaucoup de temps. C'est vraiment et en plus à l'écrit, c'est beaucoup de temps, il faut quelqu'un qui retape tout ça et tout, ça n'avait aucun sens. Mais par contre, j'ai retombé sur nos articles de notes et c'était très très enrichissant. Il faudra qu'on fasse une émission spéciale taxi un jour. Ah, je pense. Hein. Ouais. Et du coup, on s'est dit mais en fait, ce qu'il faudrait en faire, c'est un podcast, une émission, un show et peut-être parler de chaque film, un épisode par émission ou quelque chose comme ça. Et en fait, on s'est dit au bout d'un moment, il faudrait faire un podcast et ça a traîné sur un an, hein, facile, parce qu'on a acheté le micro genre en juillet. Ouais, on en a parlé, on a fait des essais, et puis à un moment où on s'est lancé, quoi, on a fait notre pilote. Et à un moment, j'ai tapé ce poing sur la table, j'ai dit on y va. Et on a fait le pilote qui est resté un pilote. Ouais, qui est soigneusement dans notre coffre-fort. Voilà, et voilà, si quelqu'un a une somme à donner, voilà, c'est pas plus de 3 0. Et du coup, c'est comme ça qu'a commencé After Eight, c'est que, voilà, on avait un projet, et en fait, il a finalement évolué sous une autre forme. Et on est très content de la tournure que ça prend, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça nous fait très plaisir. Surtout que, comme disait Quick, c'est presque un chef d'entreprise, là, il fait ça sur son temps libre. Donc voilà, et que moi je fais ça en dépit de travail, quoi, presque, parce que je me dis, je préfère m'orienter vers le podcast que... Et comment on s'est rencontrés, je me rappelle assez bien, en fait, c'était à Gamecult. On se parlait avant sur Internet, il faut dire. Oui, on se parlait déjà avant sur Internet, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. Et c'était à Gamecult, et je crois que c'était pour les 10 ans. Ils avaient organisé une soirée où on allait joyeusement jouer à des jeux, boire des coups et bouffer des pizzas. Donc ils avaient invité les modos, puisque je suis modérateur. Ils avaient invité évidemment les rédacteurs, les pigistes. Et en fait, on s'est rencontrés sur une partie de Dance Central. C'est vrai. Et on a checké nos bullies tous les deux sur Dance Central, et il y a eu une bromance à commencer. Et voilà, quoi, tout simplement. On s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, qu'il y avait une affinité particulière, et depuis ça ne s'est jamais ça n'a jamais été contredit. Tu m'as invité à ton anniversaire aussi. À une période où tu ne buvais pas d'alcool. À une période où j'étais alors c'était pas du tout pour une question religieuse ou quoi que ce soit, non, j'ai fait un pari stupide avec un copain de ne pas boire d'alcool pendant 1 an. Et Daniel m'invite à son anniversaire, et là il commence une dégustation de vodka, et moi j'étais dégoûté parce que ça avait l'air super, il y avait genre une quinzaine de vodkas différentes, et je n'ai pas pu en boire. Non, il y avait qu'une vodka, mais la meilleure. Mais il y en avait, attends, non, t'en as sorti plein de ton frigo. Non, c'est parce qu'il y en avait plus au bout d'un moment, et que j'ai sorti c'était plusieurs fois la même bouteille. Mais en fait j'ai une passion pour la Marousse qui n'existe plus, et c'est une vodka, il en reste plus que 3 bouteilles dans le monde, et je les ai, je les garde. Et tu vois, n'ayant pas pu y goûter, j'avais l'impression que c'était des vodkas différents. Ah, donc voilà, c'était notre rencontre. Voilà. J'ai une question de Dernière Bienséance, qui est aussi un auditeur fidèle, qu'on salue. Quelles sont les voix et ou les émissions, si vous êtes dans ce cas, qui ont bercé vos années radio/podcast? C'est une bonne question. Et moi, c'est une question que j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu veux commencer ou Je vais commencer par celui qui m'est le plus cher. Moi, c'est Jean-Christophe Averti, qui était le présentateur des Cinglés du Music Hall, qui était diffusé sur France Inter à l'époque, genre le samedi. Et depuis, on peut en trouver des bandes sur Internet, des choses comme ça, parce que Jean-Christophe Averti est décédé depuis. Et c'est un mec qui a un zozotement, il est très très difficile par zozotement, mais il a un enthousiasme extraordinaire. Et le mec, en fait, les Cinglés du Music Hall, c'était de faire des flashbacks sur des années précises à travers la musique et les médias. Et par exemple, il faisait la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faisait passer le music hall de la Seconde Guerre mondiale, ce qui est très fascinant d'écouter la musique des gens qui font la fête pendant que les autres sont en train de crever. C'est très, très, très particulier, c'est passionnant. Et en même temps, il lisait des articles de presse du genre ce traître de Gaulle, tu vois, des genre la presse des collabos, quoi. Ouais. Et du coup, c'est des émissions historiques, mais sous l'angle du loisir, et c'est un truc qui m'a passionné. Et je pense que ça a encore des répercussions aujourd'hui, parce que je pense qu'on peut traiter de manière très sérieuse et historique
des sujets aussi frivoles, parce que personne ne s'y intéressait au musical avant. Pas grand monde s'y intéressait avant Jean-Christophe Averty. Donc je dis Jean-Christophe Averty, mais après je suis sûr que toi tu vas nous dire Doc Eddie Fool là. Non, mais c'était la même période. Moi, mais dans mes grands souvenirs de radio, il y a Super Nana et Laurent Petit-Guillaume sur Skyrock. Je vois bien. J'étais un énorme fan de Super Nana et de son univers et des maboules qu'il composait, genre le Prince de Hénin. C'était vraiment... C'est elle qui m'a fait découvrir Pascal Obispo à l'époque où tout le monde se foutait de sa gueule, mais elle adorait Pascal Obispo qui venait tout juste de démarrer avec Je suis tombé pour elle. Et plus que son premier tube, plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Et donc Super Nana, non, j'y arrive pas. En plus, j'ai la voix arrachée, je te rappelle. Donc Super Nana était incroyable et c'était vraiment il y avait vraiment un côté complètement délirant quand elle appelait les autres radios, mais vraiment un côté super sympathique et amical. Ouais. Et Super Nana, voilà, qui nous a quittés. C'était très triste il y a une dizaine d'années maintenant. Ouais, j'écoutais aussi Super Nana. Et alors pas Doc Eddie Fool parce que je trouvais ça redondant et sans grand intérêt parce que c'était tout le temps les mêmes choses au final. Il faut le dire que elle Super Nana était sur Skyrock à un moment où Skyrock faisait vraiment du rock. Oui, c'était l'époque où Skyrock s'appelait Skyrock parce qu'il passait du rock. Voilà. Que le shift au rap, c'était en 98-99. Bah, genre Doc Gynéco, c'était le shift de Super Nana, j'écoutais en 93-94. Alors attends, c'est parce que à l'époque, elle avait une autre émission qui s'appelait Turlututu au début, donc ça c'était peut-être 93-94. Et ensuite, il y avait Super Nana, Laurent Petit-Guillaume. Je saurais plus trop dire les dates, mais alors il y a eu aussi évidemment donc pas Love in Fun, mais j'écoutais Max et donc Gérard de Suresnes, lui aussi paix à son âme. Mais alors les débats de Gérard, moi c'était pas du tout ma cam. Moi c'est un truc qui a façonné mes nuits. J'étais au lycée et j'écoutais jusqu'à 4h du matin à la radio pour entendre les débats de Gérard. Je trouvais ça trop teubé, moi. Moi j'ai une tendresse toute particulière pour ce truc parce que Gérard c'était alors pour situer un peu pour les auditeurs les plus jeunes qui connaissent pas, Gérard c'était un ancien routier qui avait été plus ou moins mis au chômage technique suite à un accident de voiture où il s'était trouvé handicapé de la jambe et c'était un gars qui avait vraiment une vie de merde, qui était dans un foyer Sonacotra et qui s'était retrouvé à appeler un jour donc Max, l'animateur de la nuit sur Fun Radio à l'époque, parce que c'est pareil, à l'époque Fun Radio ne passait pas que de la musique dance floor, mes couilles de merde. C'était une époque où les radios généralistes entre guillemets FM passaient à peu près de tout. Elles étaient vraiment généralistes. Elles pouvaient passer Fun Radio avait une émission qui s'appelait Fun Radio fait du bruit où passait Pantera. Tu t'imagines que Fun Radio de nos jours, Pantera ou Slayer, c'est juste inimaginable. La première fois que j'ai entendu R.E.M, c'était sur Skyrock et voilà, ouais. et Cranberries, tu vois. Et ils passaient vraiment. Et tu vois, Skyrock passait aussi IAM ou NTM, mais ils essayaient vraiment de passer plein de trucs. Et Gérard, donc, ce mec appelle Max et lui raconte un poème. Et lui dit, j'écris des poèmes. Et il lui lit un poème d'une nullité incroyable, mais tu sentais la sincérité du gars qui pensait vraiment avoir écrit un bon poème. Et il appelait depuis sa cabine téléphonique pour raconter ses poèmes. Et au bout d'un moment, Max a senti venir le filon et l'a fait venir pour intervenir directement dans le studio. Et au fur et à mesure, il a fini par carrément lui confier une émission. Alors après, il y a eu beaucoup de débats de vrais débats sur est-ce qu'il abuse de lui, est-ce qu'il profite de lui, parce que apparemment l'administration de Fun voulait pas payer Gérard un vrai salaire, donc Max le payait en ticket resto ou des trucs comme ça. Je pense que ils ont bien profité du mec quand même parce que le gars était naïf quoi. Et tu sais, c'était un ancien alcoolo qui retombait régulièrement dans l'alcool, donc des fois il avait des accès de rage et de violence et en plus, c'était vraiment un dîner de cons, le principe de l'émission. C'est que ils avaient des sujets de débat. Alors, il y en avait des sujets qui auraient pu donner des débats sérieux, mais qui, au final, donnaient rien parce que Gérard contrôlait rien, maîtrisait rien. Les auditeurs, c'était toujours les mêmes qui appelaient et ils connaissaient. Il y a toute une légende qui s'est créée avec des personnages. Et évidemment, oui, c'est un dîner de cons parce que tout le monde se fout de sa gueule. Mais il y a une espèce de tendresse. Tous les gens qui appelaient pour se foutre de sa gueule étaient pas premier degré à le détester, c'était vraiment histoire de passer un bon moment en rigolant, parce que le mec il calculait pas, et donc ça l'atteignait pas, et que les fois où des gens étaient vraiment méchants et où ça l'atteignait, mais les gens ils se faisaient dégager pour de bon, parce que c'était pas le but quoi. Donc moi voilà, Gérard de Suresnes, et des fois régulièrement j'y repense et je les réécoute, c'est trouvable sur internet les anciens débats. Tu sais que moi
Je déteste ça. Tu vois, c'est pas ta cam, mais Ah moi je non, vous pour conseille. moi, c'est le dîner de con. C'est vraiment, c'est un dîner de con. Mais moi je conseille les débats sur les ovnis, sur les 35 heures, ça reste des perles et. Je pense que c'est parce que t'as vraiment vécu ton moment d'adolescence. Ah à ce oui, mais moment-là. je pense, mais voilà, j'étais ado, Parce j'écoutais que- ça et ça me faisait mourir de rire. Bah, c'était une chouette question en tout cas, Ouais. merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme question? Oh bah on en a des questions là, j'en ai quelques-unes là. Alors il y en a une, ça va peut-être être secret défense, est-ce que tu vas vouloir en parler? C'est Massimo Terranova qui demande: le Camui Podcast Universe va-t-il s'étendre à d'autres émissions? Déjà c'est le Robotics Podcast Ouais, Universe. on aime bien dire robotics, ouais. Va-t-il s'étendre à d'autres émissions? Est-ce que tu veux en parler ou est-ce que c'est secret? Oui, il va y avoir d'autres émissions, mais est-ce qu'on dit quoi? Oui, on va y avoir d'autres émissions. Évidemment, bah, vous connaissez nos profils. On va probablement faire un truc de jeux vidéo. Une émission, ouais, un talk show de jeux vidéo. C'est en projet. Je pense qu'on peut le dater dans la tête, genre avant décembre. Je pense que ce serait possible. Alors décembre, ça a l'air loin, mais en fait, j'ai fait ça comme Marvel. J'ai fait différentes phases et je me file des objectifs par rapport aux phases. Et donc là, on rentre dans la phase 3. Et j'ai des objectifs très très précis pour ça. Et au fur et à mesure, on va avancer dans les projets. Et en fait, j'en ai plusieurs. J'ai un truc lié à la Japanime. Donc, parce que je trouve qu'il y a pas beaucoup de podcasts liés spécifiquement à la Japanime. Bah il y a LOL Japon Ouais. sur Kawa. Mais le Japon est plus généraliste, quoi. Ouais. Où je suis passé la dernière fois, ils étaient adorables. Donc oui, il y a pas mal il y en a pas mal en fait, j'ai envie de dire. Et bah j'espère que les auditeurs d'After Eight suivront. Et puis si la Japanime ou les jeux vidéo c'est pas leur cam, bah, il y aura forcément autre chose qui va arriver. On a pas mal de projets, dont certains avec mon ami Quix, qui, en fonction de ses disponibilités et de son emploi du temps de ministre, quoi. Oui, donc oui, il y a pas de secret, on essaie de développer ça. Tu veux y aller ou je lance? J'en ai une autre là. Vas-y, balance. Alors, une question de Dark Ellie, qui est une question qui est très intéressante et qui va être assez vaste, je pense. Mhm. Pensez-vous que les Américains peuvent réussir à adapter des œuvres typiquement japonaises à leur image, ou la différence culturelle est-elle trop grande? La culture japonaise doit-elle juste être une référence? Et ici ton exemple, Pacific Rim, qui pour le coup est pas une adaptation pure, mais Death Note version Netflix, Edge of Tomorrow, Godzilla 2014 et le futur King Kong versus Godzilla. Parce que le Godzilla 99, on va zapper, ouais. Personne n'en parle. Alors moi, je vais te répondre par un film qui est pour moi le benchmark de la qualité de l'adaptation. Je pense que l'adaptation est possible. Évidemment, on a vu plein de trucs de merde et on en verra d'autres, les Dragon Ball Evolution et tout ça, c'est vraiment à chier. Mais parfois, il faut des auteurs, en fait. Pour moi, il faut une vision d'auteur, il faut des gens qui se disent, qui aient une démarche d'auteur pour faire fonctionner ça, quitte à respecter ou pas respecter, peu importe. Et pour moi, ce fameux film benchmark, c'est Speed Racer. Speed Racer qui est pour moi un authentique classique des années 2000. C'est un de mes films préférés des années 2000. Et ils ont réussi complètement à ingurgiter tout l'univers de Speed Racer, qui est en plus assez compliqué à comprendre, puisque c'est un dessin animé Jap qui a été retraduit en US, donc ils ont découvert la version US. Ils ont adapté cette version US en film, et visuellement, ils ont tout compris des codes du jeu vidéo, et de la Japanime et de tout ça, et ils en ont fait quelque chose. C'est un film des Wachowski, on précise. Ouais. Ah, j'ai oublié de préciser. Oui, c'est un film des Wachowski. Donc c'est quand même des gens, alors, c'était qui à l'époque étaient baignés dans la culture japonaise. Ouais. Tu sens les inspirations, par exemple quand tu vois Matrix, c'est évident que les gars ils ont ingurgité une quantité de mangas et d'animes hallucinante. C'est clair. Et donc ouais, regardez Speed Racer. Speed Racer, c'est vraiment un film extraordinaire. De par son impact, ses influences, vraiment je vous recommande Speed Racer. C'est la preuve que tu peux faire quelque chose, mais il faut avoir une volonté d'auteur, il faut avoir je pense que Pacific Rim a ça aussi, quoi. Ah, j'adore Pacific Rim. Pacific Rim, même c'est un film que j'utilise comme benchmark pour savoir où placer les gens par rapport à moi. Genre si le mec il me dit j'ai détesté Pacific Rim, je plisse les yeux. Je me dis, ok, on n'est pas du même public, quoi. Mais je pense que pour détester Pacific Rim, il faut le prendre au premier degré, au sérieux, alors que c'est pas du tout un film qui se prend au sérieux. Et ça, enfin, je sais pas, moi ça me paraît d'une évidence même, mais j'ai du mal à comprendre comment on peut prendre au sérieux Pacific Rim. Moi je peux le prendre au sérieux. Alors, on peut ne pas l'aimer. Pour moi c'est une affaire sérieuse. Mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bah oui, je suis évidemment entièrement d'accord avec toi. Edge of Tomorrow, moi j'ai bien aimé. Hein. Edge of Tomorrow, c'est une bonne adapte. Le dernier tiers est pas génial,
Mais pour une Ouais. adapte d'un roman, d'un manga qui est lui-même adapté d'un roman, c'est quand même, ils ont réussi à comprendre ce qui faisait la moelle, et la fille est super, enfin vraiment. Ouais. Même Cruz et voilà. Je suis fan de Cruz. Ouais, je sais bien. Super ciné Cruz Battle. Death Note version Netflix, moi j'ai rien à dire dessus, je l'ai pas vu. Bah il est pas sorti encore. Ah bah c'est pour ça alors. Ouais. C'est pour ça que j'ai rien à dire dessus. J'ai pas suivi du tout donc. Et Godzilla 2014, un avis. Sachant que le réal c'est le mec qui fait Rogue One si je me trompe. Ouais. Écoute, ce que je Il a vais des dire, bons des mauvais côtés, moi c'est ce que j'ai c'est que trouvé. d'ici 2 semaines, je vais voir Shin Godzilla, donc plus rien n'a d'importance. Plus rien n'a d'importance. Bon, en tout cas, je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'on a très peur pour Ghost in the Shell et qu'on espère que le film Akira version US ne Ouais, sera mais- jamais. Moi, mais pourquoi pas Ghost in the Shell, genre... Non, mais pourquoi pas sur le principe, mais tout ce qu'on en voit jusqu'ici. Tu sais quoi, moi, quand j'ai vu... c'était qui? C'était Kitano dans le rôle d'Aramaki. J'ai fait waouh, mais quelle idée géniale, quoi. Ouais. Et Scarlett Johansson en Kusanagi. Mais tu sais, pour moi, et bon, alors, il full disclosure, j'ai traduit Ghost in the Shell, la série, et 2 des films. J'ai fait le sous-titrage avec un ami. Bah écoute, en fait, le truc c'est que pour moi, Kusanagi c'est vraiment c'est ça le principe de Ghost in the Shell, c'est que c'est un corps, c'est un esprit qui se balade de machine en machine, mais son corps n'a finalement que peu d'importance. Il n'a l'importance que pour faire son travail de police. Mais sinon elle pourrait être n'importe qui en fait, Kusanagi. Et moi c'est mon idée. Évidemment, elle a un corps de femme super belle, et d'ailleurs Surtout dans le premier volume du Ouais. manga et dans le film qui Mais dans- n'adapte que. mais dans Innocence, enfin je vous recommande d'aller voir Innocence. Si vous aimez Innocence, il n'y a pas de raison d'avoir comment dirais-je, d'avoir peur pour ça, parce que finalement l'important c'est le film que ça va être. Et de toute manière, moi j'ai peu de foi là-dedans, parce que de toute manière le casting a été fait à partir d'un classement triple A d'acteurs, quoi. Ils se sont dit qui on a comme acteur triple A pour jouer Kusanagi, bah on prend elle. C'est juste qu'ils en avaient pas d'asiate, et c'est dommage pour eux, mais je crois pas aussi autre chose, pour connaître bien Ghost in the Shell, je crois pas que le personnage principal soit déterminé par sa nationalité, en fait. Alors, il y a c'est un jamais truc qui a été débattu, à l'Asie- savoir, est-ce que Motoko Kusanagi, à part son nom, est un cyborg ayant une apparence asiatique? Bah, pour moi, vraiment le seul qui est déterminé par l'Asie, c'est Aramaki. C'est Aramaki, ouais, complètement. Bateau, pour moi, est pas asiatique. Batou a plus une gueule d'américain, Pazu, costaud. Pazu, il est pas. Togusa est asiatique, mais dans les films, c'est un personnage pas du tout développé, et il est développé dans la série, mais c'est pas du tout le même personnage dans la série. Donc, de quel Ghost in the Shell on veut parler? Moi, je prendrais ça comme si c'était un autre Ghost in the Shell à regarder, et on verra bien, parce que je veux pas non plus chier dessus alors qu'on a rien vu, quoi. Moi, j'espère juste qu'il y aura des Fuchikoma qui parlent. Donnez-moi un. Moi, j'espère juste qu'il y aura des Fuchikoma qui parlent. Ah bah, j'espère. Ah oui, non, mais alors... Parce que les mini-chapitres dans le manga avec les Fuchikoma qui veulent se mettre en grève, mais j'en avais chialé de rire. Dans le dessin animé ou dans le manga? Dans le manga. Alors, tu sais que dans le dessin animé, alors, ils s'appellent les Tachikoma. Les Tachikoma dans le dessin animé, les Fuchikoma dans le manga. Et il y a un moment où ils font un générique de Sentai. Il faut que je vois le dessin animé. Et tu sais quoi? Et là, c'est un des moments où je me suis plus fait chier dans une trad, c'est que j'avais repris la chanson, et j'avais fait en sorte que ça ait la gueule d'une chanson Bernard Minet dans l'intonation, et surtout dans les rimes. Tous les pieds, ils rimaient, en fait. Et je me suis vraiment fait chier à faire un truc pas mal. Je sais pas si ça passe, si les gens sont contents, mais... C'est dans Standalone Complex? C'est dans Standalone Complex, première saison, je crois, ouais. Très bien. Ou peut-être deuxième, je sais plus. Tu vois, on a fait un long encart sur Ghost in the Shell. On va rester dans le Japon. Ouais. Question de Hervé Dacunia. Mmh. Je pense que c'est plus pour toi, Daniel. Dis-moi, bah, c'est qui le plus fort entre Goldorak et Godzilla? Ça, c'est de la question. Je pense que Godzilla est plus fort, parce que Godzilla grossit au fur et à mesure de sa rage. Et surtout, Goldorak a besoin d'être réparé au fur et à mesure. Donc s'il n'a pas l'infrastructure pour être aidé, pour être réparé, et en même temps, je sais pas, un coup d'astéroïde chez Godzilla, il est coupé comme un saucisson. Donc, putain. Moi, je dirais quand même Goldorak. D'accord, voilà. C'est acté. Goldorak,
Premier du classement Super Monstro Battle. Putain, mais au-dessus de ça, Godzilla. ça c'est une idée. C'est qui le nom de la question là pour... C'est Hervé Dacugna. Hervé Dacugna, écoute, si jamais on fait un super Hero Battle, on va le... je te créditerai. Faudra voir sur quoi on le base aussi, hein, sur le personnage le plus fort, le plus intelligent, le plus intéressant. Oui, le plus riche, oui. Il y a plein de critères. Une question un peu de Don Totti. Bonjour, où achètes-tu tes BD? J'ai des envies d'achat suite au dernier After Eight des recos. Alors, moi j'essaie d'être au maximum d'être le moins à Amazon. Parce qu'Amazon c'est le mal. Mhm. Mais en même temps leur service client est tellement incroyable. Ouais. Et j'aime bien acheter encore en bouquiniste. Et sinon, quand j'achète des comics hebdo, je fais ça sur iPad. Genre par les... Comixologie. non, Marvel, DC, Marvel. Image. Directement. Ouais. Parce que Comixology, justement, ils sont contre iTunes, donc ils ont enlevé leurs comics d'iTunes. Ah d'accord. Donc c'est débile, il faut que tu les achètes sur le site et ensuite ça se télécharge. C'est pas très pratique. Ah, non, ils m'ont perdu comme client. Et moi, j'ai un comic book shop pas très loin de chez moi, donc je vais chiner. Et sinon, quand j'achète du manga et de la BD franco-belge, c'est Amazon parce que j'ai pas le choix. Parce que sinon c'est un peu dur. Les traductions de manga, en fait, le manga j'en achète quasiment plus. Mais je voulais terminer des séries que j'avais commencé en France et je me voyais pas les continuer avec des traductions anglaises alors que j'avais le début en français. Et puis pour le franco-belge, mine de rien, c'est pas si évident que ça à trouver aux US. Il y en a pas forcément beaucoup qui sont traduits, donc je commande sur Amazon. Hein. Voilà. Voilà, c'est par dépit. Hein, un petit peu, mais j'utilise beaucoup Amazon. Hein, dans le même genre de questions, et bon, je pense qu'elle est plutôt décidée à moi, c'est plutôt Tokyo ou plutôt Kyoto? Alors moi je ne connais que Tokyo et j'y étais que 3 jours, donc c'est toi qui vas répondre. Alors moi en plus je y retourne bientôt là. Voilà. Moi je suis TST, tout sauf Tokyo. J'adore le Japon, sauf dès qu'on rentre à Tokyo. Dès qu'on rentre à Tokyo, c'est vraiment pas la même ville, c'est pas les mêmes gens, on n'est pas accepté de la même manière. J'ai une nostalgie pour le Tokyo de fin des années 80, début des années 90 où il y avait pas encore plein de gaijin. Et maintenant, ils sont plein de gaijin, ils ont accepté le fait que, il y a des connards partout. Et je pourrais en parler pendant des heures, mais je crois que je déteste Tokyo. Et les poches de Tokyo que j'aime, c'est quand je suis avec des amis et quand on est dans un endroit très précis de Tokyo où j'ai mes petits hangouts, j'ai mon Oberkamp version Tokyo. Mais alors, ce qui t'embête le plus, c'est qu'il y ait plein de gaijin et qu'au final, tu te retrouves entouré d'étrangers quand t'es à Tokyo. Non, c'est pas le fait d'être entouré, c'est le fait que tu vois, si tu t'assois dans le train, si t'es gaijin, les mecs vont jamais s'asseoir à côté de toi, quoi. Et parce que précisément t'es étranger, c'est un truc qui me pèse à chaque fois. Et j'ai eu des contacts, vraiment, mes seuls contacts de racisme dans ma vie, c'était au Japon, où je voulais louer un vélo et le mec il me dit ah non, pour les étrangers c'est la journée seulement. Je dis mais non, mais je reste là une semaine. Il fait non, pour les étrangers c'est comme ça. Et genre j'ai fait allez, va te faire enculer. Non, vraiment j'étais vraiment outré par ce vieux connard qui me... Enfin bref, j'ai eu des mauvaises expériences à Tokyo et je pense par contre dès que tu quittes Tokyo et dès que tu vas dans des bleds un peu rigolos, ce que je vais faire cette année, et ça va être c'est plutôt chouette. J'adore le Japon sinon. Faut pas croire. On a une question jeu vidéo de Raymater. Quelles sont vos impressions sur la PS4 Neo et le projet Scorpio? Moi, je m'en bats les couilles. Moi, je suis très osef. Je m'en fiche un peu. Moi, j'espère juste que les prochains jeux marcheront sur ma PS4. Ouais. Moi, j'ai ni One ni PS4 à l'heure actuelle. Je joue uniquement sur PC. Ça veut pas dire que je joue pas à des jeux consoles, hein, mais je joue aux versions PC avec une manette. J'achèterai certainement une PS4 à un moment, donc tant qu'à faire, je prendrai peut-être une Neo, vu que voilà, ce sera à ce moment-là la décision que j'aurai à prendre. Mais sinon, je m'en bats la race. Je trouve que c'est une très mauvaise tendance, ces upgrades de consoles, et j'espère que ça va pas se généraliser. Parce que si c'est pour remettre 200 € dans la même machine tous les ans, je le fais déjà avec mon PC. J'ai pas besoin d'une console pour ça. Pour moi, c'est le contraire de l'esprit d'une console, en fait. Et donc, je suis pas fan. Bah ouais, moi je suis pareil, genre moi je suis pour que tout soit fait, tout ça. Ah tiens, j'ai une question de Los Pedros. Lord Pedros. Quels sont tes 3 jeux préférés de tous les temps, ceux que tu emporterais sur une île déserte donc qui fonctionnent sans internet? Oh putain. Tu peux en dire qu'un si tu veux. Non mais alors ça va être dur parce que si je devais en dire qu'un, je dirais Quake 3, mais Quake 3 il faut internet. Donc ah merde.
Donc ça va pas être Quake 3. Donc je vais être obligé de donner 3 jeux où il y a absolument pas de multi. Écoute, si t'en as un à lancer, le temps que je réfléchisse. SimCity 2000. Ouais, c'est un bon choix. Ah, SimCity 2000, tu peux jouer toute ta vie entière. SimCity 2000, j'en ai passé du temps dessus. Ah, moi, SimCity 2000 et Civilisation. Je suis moins Civ, je suis plus SimCity en fait, mais ouais, SimCity 2000, ouais, c'est un bon choix. Mais je vais en choisir 3 autres parce que voilà, je veux pas te laisser la primeur de ça. Je vais le premier Legend of Zelda sur NES. Ah ouais? Ouais. Parce que alors oui, je le connais par cœur et ça n'aurait pas grand intérêt de le refaire, et même la deuxième quête, je la connais par cœur parce que je l'ai fait et refait et refait. Mais c'est un jeu que 2 fois je relance juste pour le plaisir, puisque je m'en lasse pas. Et ouais, le premier Legends of Zelda, je pense que ça fait partie de ces 3 jeux que j'emmènerai sur l'île déserte. Ah ouais. Après, on peut mettre un twist, si on est tous les deux sur l'île déserte et qu'on peut jouer en multi, moi j'emmènerai Street Fighter 2. Ah ouais, moi je prendrais Mother 3. Ah ouais, Mother 3, bon choix aussi. Mother 3 et peut-être Shining Force par pure nostalgie, mais... Même pas un petit Sonic, Daniel? Non. Alors, attends, il me manque encore un. Toi t'as dit Mother 3. Mother 3, SimCity 2000. Et Tetris, tu vois, tu pourrais... C'est vrai que Tetris, en plus, on peut jouer à 2. Ouais. En plus, c'est Tetris Game Boy, hein, pas un autre. Puis Tetris, c'est le premier du top 50 des jeux de Time Magazine, alors c'est que c'est forcément bien. Forcément. J'ai double question pour toi et pour moi. Question pour Quix. Tu vas faire quoi? Et ça, c'est un truc qui revient très souvent. Tu vas faire toi quand Trump sera élu? C'est une question qui est très complexe et à laquelle je réfléchis vraiment. Ouais. Donc, tous les Américains y réfléchissent. Tous les Américains devraient y réfléchir, enfin à part ceux qui soutiennent Trump. C'est compliqué parce que après 4 ans et demi sur place et 2 ans et demi de procédure pour avoir une green card, ça va foutrait mal que l'autre con soit élu et que je me casse. Mais j'y pense à genre aller au Canada. Ah ouais. Mais après, j'espère très fortement qu'il sera pas élu. Mais ce qui me fait peur, c'est ce qui va venir après Trump, parce que on en parle souvent. C'est ça. Ce qui est flippant, c'est pas forcément Trump lui-même. Lui, oui, il est flippant, mais ce qui est flippant, c'est les gens qui le soutiennent et qui croient à ce qu'il raconte. Parce qu'autant les cyniques qui vont voter pour Trump parce qu'ils disent moi économiquement. Ouais, Nick Trunks. Les cyniques qui vont voter pour Trump parce qu'ils se disent moi de toute façon je veux pas que ce soit Hillary, je veux pas que mes impôts ils augmentent, mais qui savent que Trump c'est un baltringue. Eux, j'arrive à peu près à comprendre leur raisonnement même si j'y souscris pas, mais les gens qui croient ce que dit Trump et qui le soutiennent vraiment au premier degré parce qu'ils pensent que oui, il va rendre l'Amérique plus blanche et qui va rendre à l'Amérique sa gloire raciste d'antan, eux ils me font vraiment vraiment flipper. Et c'est vrai que c'est assez stressant. Il y a 8 ans, le Tea Party avait quasiment disparu suite à l'élection d'Obama et s'était écroulé ensuite dans toutes les élections locales. Est-ce que le mouvement qui actuellement soutient Trump va s'effondrer s'il perd les élections, ne serait-ce que pour revenir en force 8 ans plus tard? C'est possible, c'est un danger et c'est quelque chose qui fait quand même vachement peur. Après, et là je vais répondre dans le même temps à d'autres questions. Je n'ai pas le droit de vote aux USA parce que il faut être citoyen. Pour être citoyen, il faut avoir eu la green card depuis 5 ans, donc il y a encore le temps vu que je l'ai toujours pas. Donc j'ai pas le droit de vote aux USA, j'ai le droit de vote en France. Et je suis tout aussi bien emmerdé pour savoir pour qui je vais voter en France en 2017. On verra ça, je pense. On va en voir un autre podcast. Mais tu sais, de toute façon, moi j'ai cet état d'esprit qui est qu'on devrait pouvoir voter dans le pays dans lequel on paye des impôts. Parce que mine de rien, c'est là où t'es le plus impacté et c'est là où... Merde, ça veut dire que tous les tennisman ils vont pouvoir voter en Suisse. Mais oui. Mais mine de rien, moi, tous ces gens expatriés qui payent plus un gramme d'impôts en France et qui votent massivement à droite sous prétexte que les impôts c'est mal, genre, mais mec, t'en payes plus, qu'est-ce que tu t'en fous? Ça me débecte et donc voilà, je sais absolument pas ce que je vais faire. Honnêtement, si je suis fidèle à mes sur convictions, l'évasion fiscale. Non, mais si je suis fidèle à mes convictions, je voterai pas forcément en 2017. Et puis pour ce qui est de l'évasion fiscale, je tiens à dire que la Californie, c'est pas un paradis fiscal. Non, clairement pas. Si vous venez en Californie pour échapper aux impôts, vous êtes un peu con. Salut Danny Boone. C'est pas. Oui, non, mais il y va pour un mouvement de carrière. Ouais. Et là, je pense que bon, on va accélérer le pas. Ouais, on va faire les questions très rapides. Une question qui est pour moi, c'est pour Xenoblade Chronicles Cross, n'éprouves-tu pas de la honte pour une note si basse, parce que j'ai mis 8+,
Moi, j'avais mis 9+, mais on me l'a baissé. Mais comme Oh là là, comme à peu près toutes mes notes. Quel est votre avis sur... C'est la game culture de la haine, ça encore. Quel est votre avis sur une question... Ça, c'était une question de Guy. Question d'Amo, quel est votre avis sur My Hero Academia? J'aime bien et on en reparlera. Ouais, je connais pas du tout. Bunzi me pose une question. Vous voulez savoir si vous connaissez le comics Rising Stars? Oui, je le connais très bien. J'ai écrit un long article dessus sur mon blog il y a très longtemps. Oh là là, Bunzi, il a mal lu le blog de Daniel. Non, mais y a pas de... je vais le mettre dans les liens si tu veux. Il y a aucun mal là-dessus. Pensez-vous à l'évolution des émissions After Eight et Cine Super Cine Battle? Si oui, pensez-vous pas un podcast filmé de type on refait le match, j'imagine, ne serait pas une vraie amélioration, un vrai défi? Non, je ne pense pas, parce qu'il faudrait qu'on le fasse habillé. Et c'est déjà une autre démarche. Et pour l'anecdote, quand j'appelle Daniel en Skype ou en FaceTime, 9 fois sur 10, il est tout nu. Donc non, je sais pas tout si nu, voir ça. je suis torse nu. Ouais, enfin on voit ton torse, mais on se doute qu'en dessous... on ne s'entend une question de Mick-Chan, on s'entend pas... Ça ne s'entend pas à vous écouter, mais c'était pas simple d'animer un podcast, tu m'étonnes. Il y a le risque de manger les mots, parler trop vite. Comment travaillez-vous votre diction et votre spontanéité? Bah, c'est simple, on travaille pas des masses, en fait. Et c'est au montage que je coupe les E et les blancs. Alors, moi, je coupe beaucoup, mais sur Super Ciné Battle, comme ça, je suis devenu un pro maintenant, grâce à toi, tu m'as vraiment beaucoup appris. Alors, je sais plus qui nous avait demandé si on envisageait de faire des émissions en public. Alors, d'un simple point de vue pratique, ça va pas être évident. Sachant que j'habite à Los Angeles et que Daniel habite à Paris. C'est possible, mais je pense que c'est plus possible avec papa. Ouais. Une question de Choi. Pensez-vous faire un épisode où vous aborderez longuement Garfénis? Donc c'est le Punisher. The Boys, Preacher. Et Hitman, qui est mon comics préféré de Garfénis. D'accord. Oui, un jour c'est très très possible. Daniel, le jeu Ogre Battle est-il réellement un hommage au deuxième album de Queen? Oui, mais tous les jeux Ogre Battle sont des hommages à Queen, puisque le titre, par exemple, de Tactics Ogre, c'est Let Us Cling Together, qui est une chanson de Queen. Et t'avais pas des questions Batman? T'avais pas une question sur Beyond déjà? Si, il y avait quelqu'un qui nous demandait ce qu'on pensait de Batman Beyond. Moi, j'en pense rien, parce que tout ce que j'en ai vu, ça m'a jamais intéressé, et que je le mets au même niveau que les Marvel 2099, qui pour moi est un concept idiot. Alors moi, j'adore Batman Beyond, et pour moi, c'est Batman, mais avec un twist Spider-Man. Si tu regardes les origines du gamin, bah c'est exactement celle de Spider-Man, et le coup des responsabilités, il est dans un cadre ado, il a une vie sociale, et les méchants, je trouve que les méchants de Beyond sont vraiment c'est presque dans la citation de Spider-Man en fait. Ils ressemblent tous un peu Green Goblin, il y en a un, c'est Kraven, c'est littéralement Kraven. Ah, c'est vrai. Donc j'adore cette série en fait. Je pense que c'est un des spin-offs les plus sous-évalués de Batman. Mais en même temps, il y a eu les films, il y a eu The Return of the Joker, qui sont assez noirs en plus. Vraiment, le Return of the Joker est super, quoi. Donc voilà, moi ça m'intéresse pas forcément. Daniel, tu évoques souvent avoir revu un ancien film en 4K. Est-ce en Blu-ray ou en salle? Et si oui, où? C'est en salle. Et ils ont fait beaucoup de ressorties en salle. Ils ont fait une sortie... ils ont repassé Talon Aiguille, mais c'est où, ça va être au Max Linder plutôt? Non, au UGC Ciné Cité Léal, mais en fait ils tournent dans certains ciné d'art et d'essai après, ou à Beaubourg, à Rambuteau. Et par exemple j'ai revu Fargo en 4K, j'ai revu Thin Red Line en 4K, et ça fait très plaisir de voir des classiques du cinéma. Daniel, quand est-ce que tu fais Koh-Lanta? J'aimerais bien, mais tu candidates ou pas? Non, je candidate pas. Non. J'attends de me faire oublier des réseaux sociaux de Koh-Lanta, parce que j'ai quand même écrit pas mal d'articles analytiques sur Koh-Lanta. J'ai écrit sans doute des trucs qu'ils ont pas envie de... Ouais. À chaque fois, tu penses que God Denis a eu vent de tes articles? Ah oui, je pense qu'il les a lus, oui. Ouais. Et je pense que ALP, il doit avoir des mecs qui ont dû lire mes prods. Mais comme j'en écris plus depuis un certain temps, peut-être que je me fais oublier des fichiers, et peut-être que ça changera, quoi. Moi, j'adorerais le faire. Je pense que c'est un de mes rêves les plus réalisables par rapport à... Ouais, tu me montres l'horloge. Ouais, je pense qu'il est bientôt temps. Il va être temps de conclure. On a répondu à l'essentiel des questions, je pense. On est désolé pour ceux qu'on aura oubliés. Ouais. T'en as peut-être une ou deux dernières. Encore ton dernier séjour en Russie, 2008, et je pense que j'écrirai un jour un livre dessus. Parce que c'était quand même très très mouvementé. J'ai failli me faire tuer. Ah oui? Ouais. Quand même, effectivement. Ouais. Et ton top 5 en manga, écoute, on verra ça dans une autre émission. Ouais, top 5 en manga. En plus, là, à chaud, c'est difficile. C'est vraiment dur. Ouais, j'ai parlé plus tôt la dernière fois. Ouais, voilà. Eh ben, je pense qu'on peut passer à la suite. Allez, on va passer aux recommandations et on va conclure.
Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Et tu as pensé à quelque chose d'assez original, il me semble, cette fois-ci. Ah bah, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi quand j'ai allumé la télévision depuis que je suis arrivé en France. Je suis retombé sur des anciens épisodes de Premier Baiser. Et il faut savoir que j'ai une affection toute particulière pour toutes les séries de l'univers AB, le Jean-Luc Azoulay verse. J'ai d'ailleurs écrit des articles sur les séries de Jean-Luc Azoulay, notamment sur Sens Critique. On pourra vous mettre quelques liens. J'ai pas écrit sur Premier Baiser spécifiquement, mais j'ai écrit sur Hélène et les garçons, sur le miracle de l'amour, sur Salut les musclés, sur le miel et les abeilles, sur les filles d'à côté. Bon, bref, vous l'avez compris. Ce qu'il faut savoir et que les gens ignorent souvent, c'est que le Jean-Luc Azoulay verse est interconnecté, que Premier Baiser est un spin-off de Salut les musclés, que Hélène et les garçons est un spin-off de Premier Baiser. Et actuellement, sur AB1 sont diffusés des épisodes de Premier Baiser qui datent de l'époque pré-Hélène et les garçons, qu'Hélène est dans Premier Baiser, puisque c'est la grande sœur de Justine, et c'est avant l'arrivée des abominables jumelles Ever, qui sont Suzy et Susan, qui sont, alors je crois qu'elles sont américaines, des sœurs jumelles blondes qui sont mais vraiment insupportables. Non, là c'est vraiment les premiers épisodes, le début, c'était avant Anthony Dupré, c'était avant toutes ces conneries-là, avant Virginie Desarnaud. Il y a Justine, il y a Annette, il y a François, le nerd à lunettes. Alors, c'est pas dur dans Premier Baiser, les moches, ils ont des lunettes, c'est Annette et François, sachant que quand ils les enlèvent, ils sont plutôt BG. Enfin, Annette, perso, c'était quand même la fille la plus jolie de la série, faut dire ce qu'il y a, mine de rien. Sans son espèce de voix de crécelle insupportable et ses lunettes et c'est des queues, non, c'est pas des queues de cheval. Bref, c'est couettes, c'est couettes, voilà. Tu lui retires tout ça, et là, mais c'est ça, elle est trop bien, mais en version série, quoi. C'est, la meuf, tu l'habilles normalement, tu lui retires ses lunettes, et elle est magnifique. Donc, Magali Madison, cœur. Premier Baiser, mine de rien, c'est quelque chose qui est intergénérationnel et international, parce que ma copine, qui ne parle que très peu français, qui n'avait jamais vu un épisode de Premier Baiser de sa vie, déjà m'a fait la remarque que la musique du générique, qui était une chanson interprétée par une chanteuse maison qui s'appelait Emmanuel, je crois, c'est un plagiat intégral ou une reprise d'une chanson américaine des années genre 60-70. C'était genre les slow quand vous passez dans les booms ou dans les prom nights. Jean-Luc Azoulay plagié quelque chose. Incroyable, hein. Difficile à croire. Eh ben, Jean-Luc Azoulay, mine de rien, était dans la mouvance d'artistes comme Johnny Hallyday, qui n'a jamais écrit une seule chanson de sa vie et qui s'est contenté de plagier des succès américains toute sa vie. Ah, il a quand même composé des trucs, je peux pas croire que... Ah non, Johnny Hallyday n'a jamais rien composé. Non, je parlais de Jean-Luc Azoulay, je parle des vrais artistes. Oui, parce que, bon, Johnny Hallyday, j'ai une théorie sur lui dans un des articles sur les filles d'à côté, d'ailleurs, donc vous pourrez aller la lire. Parce que ça parle d'Adeline, de pourquoi c'est un gros dégueulasse. Donc, Premier Baiser, ma copine regarde ça, et voit arriver Isabelle. Donc, je rappelle, Isabelle, interprétée par Julie Kenyo, c'est... Isabitch. Voilà. C'est la blonde, la pain-bêche. La casse-couille, quoi. Et ma copine la voit, et direct, elle dit, elle, c'est la bitchy one. Ouais, tu vois. Et c'est là que tu vois que, évidemment, Premier Baiser reprenait tous les codes des sitcoms américains, parce qu'ils sont abondamment inspirés. Mais voilà, t'as les nerds à lunettes, qui sont ceux qui vont être malheureux en amour. T'as le mec un peu beau gosse, Fabien Ramblier, avec sa petite raie sur le côté, puis alors Christophe Ripper derrière, qui en rajoute. Et t'as tous les stéréotypes possibles et imaginables, mais du coup, c'est intergénérationnel, c'est international. Jean-Luc Azoulay, mine de rien, il y a une raison pour laquelle ces séries ont marché, malgré leur qualité, le jeu d'acteur et l'écriture, c'est que ça parlait aux gens, c'est qu'il y a quelque chose. Il a réussi à capturer quelque chose. Moi, j'ai une autre théorie aussi, c'est qu'il y avait que ça à la télé. Il y avait pas que ça, mais... Il y avait que ça, et les autres trucs sur la 2 et tout, les Art Like a Vivre, ça marchait tout autant. C'est juste que ils tenaient TF1 en otage, la première chaîne de télé. Ça, c'est vrai qu'ils les prenaient en otage. Et ils avaient genre 40 heures de programme à foutre. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu la philo selon Philippe, et toutes ces autres merdes. Parce que pour moi, c'est vraiment de la merde. Et genre, pas de pitié pour les croissants, c'est pas possible que ça fonctionne. Et ça a fonctionné parce que c'était les seuls à proposer quelque chose à cette heure-là. Mais pas de pitié pour les croissants, c'était particulier aussi. C'était, c'était différent. Il y avait beaucoup d'absurde dans Pas de pitié pour les croissants. Je défendrais difficilement Pas de pitié pour les croissants. Mais sache que la philo selon Philippe, c'est loin d'être le pire. Rappelez-vous le collège des cœurs brisés. Ça, c'était vraiment l'apocalypse. C'était un collège où les gens qui avaient le cœur brisé pour des histoires d'amour, y allaient et ils pleuraient là-bas. Et il y avait un mec qui était déguisé en Ramsès. Voilà. Et AB n'a pas eu que des succès, hein. On peut parler des Garçons de la plage, annulés de l'antenne en moins d'une semaine. Ça, c'est vrai. La première apparition de Tom, de Tom Schacht, qui ensuite arrivera dans l'équipe d'Hélène. Donc voilà.
les épisodes old school de Premier Baiser qui passent en ce moment sur AB1. J'aime bien ce recyclage. Eh ben, c'est ma reco. Bah écoute, moi je vais faire une reco beaucoup plus drôle. Et c'est un Ah bah merde. c'est un truc. Ah bah non, mais genre. Après, si tu veux faire un podcast où on regarde épisode par épisode un épisode AB, c'est possible. Hein. Ah, mais C'est d'accord. possible. C'est possible. Envoyez. J'ai une somme dans la tête. Un podcast sur J'ai la une somme dans la BS. tête. Ce n'est pas un prix si élevé. On peut y arriver. Alors moi, mon podcast, je recommande un podcast qui s'appelle How Did This Get Made, qui est un de mes podcasts préférés, où ils prennent un film, en général un film naze, vraiment un schlock, et ils le déconstruisent et ils le moquent. Ils se moquent de ce film. C'est animé par Paul Scheer, que vous avez peut-être vu dans Louis C.K., dans la série Ouais, Louis. ou dans The League, si vous avez regardé The League. Ouais. Il a sa compagne aussi, June June Diane. Et Jason Mantzoukas, qui a joué il y a pas si longtemps dans Dirty Grandpa. Ouais, Dirty Papi en VF que j'ai vu dans l'avion et c'est une merde abominable. Alors, ça dépend. Si tu veux voir des blagues avec De Niro qui fout des doigts dans le cul de Zac Efron, je pense que c'est le bon film. Ou alors avec De Niro qui a grave envie de niquer Aubrey Plaza, qui a grave envie de niquer De Niro. Ouais, c'est très bizarre comme film. Mm. Et donc, How Did This Get Made, c'est hilarant. C'est vraiment hilarant. Ils prennent des films assez rigolos. Ils en parlent pendant 1 heure. Et alors, pour moi, le top, c'est quand ils prennent les avis 5 étoiles d'Amazon. Oui. Et en général, c'est vraiment des gros connards. Et il y a vraiment des arguments géniaux. Voilà, c'est vraiment un podcast réjouissant à écouter. Alors, pour ceux qui ont peur de se lancer, parce qu'il y a 160 épisodes déjà, si je ne m'abuse, Prenez les films que vous connaissez. prenez en priorité les films que vous connaissez. C'est un podcast où tu peux écouter un épisode qui parle d'un film que t'as pas vu et toujours te marrer, mais c'est quand même plus drôle quand c'est un film que tu connais. Et en plus, des fois, quand c'est un film que t'as vu, tu te rends compte que eux, putain, tu te demandes s'ils sont pas bourrés quand ils regardent le film, parce qu'il y a des fois, ils passent à côté d'éléments, genre l'épisode sur Fast Five, ils ont rien piné au film. Mais par contre, il y a des épisodes géniaux. Le film avec Sarah Michelle Gellar, où elle a des pouvoirs magiques de bien cuisiner et qu'elle baisse dans la cuisine j'ai pas encore devant écouté celui-là. un crabe magique. Je pense que c'est un de mes films, c'est devenu un de mes films cultes depuis. Oui, c'est ça qui est génial, c'est que les films nuls deviennent un peu géniaux grâce à eux, quoi. Et moi, j'avoue qu'à cause d'eux, je me suis mis à regarder quelques films nuls supplémentaires. Donc, j'avais déjà les comédies françaises que Daniel m'envoyait, et maintenant, je regarde des films US nuls à cause de How Did This Get Made. Donc voilà, c'est notre recommandation. C'est vraiment un très très bon podcast. C'est super bien produit. Les épisodes au public sont hilarants. Alors, évidemment, c'est en anglais. Ouais. Bah écoute, je crois qu'on a... On a bien recommandé. Je crois qu'on a bien recommandé. On va faire vite fait les paroles d'usage. C'est la fin du 20e épisode. On vous remercie d'être là, d'avoir supporté peut-être cette condition sonore un peu inédite pour nous, et peut-être les inévitables craquements de chaises ou des choses comme Ouais, ça. parce que là, on est dans une configuration un peu bizarre, et on a le micro entre nous. On a un seul micro pour deux. Et évidemment, il va y avoir des grincements de chaises, il va y avoir du bruit de fond, je pense. Ouais. Donc, ce sera peut-être notre épisode avec les pires conditions techniques. C'est fou parce qu'on s'était vraiment amélioré sur le son, et là peut-être on aura une baisse. Ou alors, si les gens sont vraiment fans de cet épisode-là, et ben là, on peut dire que vous êtes dans la merde parce qu'on n'est pas prêt d'en refaire. Ouais, ça va pas être souvent. Mais voilà, c'était une condition un petit peu particulière. Prochain épisode, on sera l'épisode 21, on sera de retour dans nos bases respectives. Quickso, peut-on te capter? Alors, toujours pareil, sur Gamecult, sur les forums, que je modère mollement, comme on Sur l'a expliqué Twitter. tout à l'heure. Voilà, sur Twitter, KWXZ, sur Gaming698X, et sur Sens Critique, vous pouvez aller lire mes critiques des séries AB, je fais un peu d'autopromo, on mettra des liens. Toi, Daniel, où peut-on te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, KAMUIROBOTICS. Wouh, il a réussi! Ouais, donc sur Twitter, vous pouvez me retrouver aussi, je vous conseille Snapchat, Instagram, puisque Eh oui, je serai bientôt au Ponge, donc si vous voulez suivre si vous voulez suivre un peu les aventures de Daniel qui va gaijin dasher au TGS. voilà, donc du coup je serai sur Gamecult. Évidemment, Super Ciné Battle sera à l'antenne très bientôt, parce que pas de relâche, on a déjà enregistré. Voilà. J'ai mis dans la boîte. Cet épisode, si j'ai le temps de le monter, ça va être un peu compliqué, mais Ouais. on va voir ce qu'on peut faire. La phrase rituelle, c'est vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, iTunes, YouTube. Mettez-nous les petites étoiles. Mettez-nous des petites étoiles. Merci pour les recos. Merci de faire connaître ce... Si vous voulez faire une bonne action, parlez-en autour de vous. Dites que vous écoutez After Eight. Foutez-le dans l'autoradio de
de la famille. Et Merci à tous pour vos questions, et je pense que si il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez toujours continuer à en poser, et on pourra prendre 5 minutes dans un prochain épisode pour répondre à plus de questions. Et pour l'avoir vécu sur Super Cine Battle, quand tu donnes un épisode, tu fais un épisode à questions, puisqu'on fait des trucs de liste. Une fois que tu donnes l'exemple, les gens suivent en fait. Et donc là, c'est vrai qu'on a eu moins de questions qu'on aurait peut-être... on en a eu largement assez. Ouais, puis... Mais le truc, c'est que maintenant que les gens savent, maintenant c'est bon. Là, je pense que la prochaine fois qu'on fera un Q&A, puisque immanquablement on va en faire une, et bah écoute, tout le monde sera prêt. Voilà. Et on pourra faire une petite pastille questions des prochains épisodes, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu, allez-y. Ou d'autres questions qui vous viennent. Et là, si vous entendez le voisin de Daniel qui est en train de jeter ses verres usés dans la rue, eh bien c'est parce que le micro est très sensible. Ouais. Merci beaucoup et à bientôt. Des bisous. Ciao. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Alors reprenons. C'est bon, t'as le générique. Ouais, je l'ai en tête. D'accord. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Okay, tout le monde en a un. Le second, c'est un con. Ah non, le mec ça, c'est vous, ça. qui confond.